Bienvenue sur le stand de l'Ordre national des architectes. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Monsieur Emmanuel Delmotte, le maire de Châteaugrasse, et Madame Emmanuelle Perrin, l'architecte qui a travaillé avec Monsieur le maire sur les sujets d'urbanisme résilient. Nous allons parler d'un projet intéressant qui a été à l'origine de cette rencontre, qui était la maison d'alimentation durable. Et à l'occasion de cette construction, effectivement, si j'ai bien compris, c'est tout le projet de la commune qui était à une plus grande échelle, a pu prendre sens et globalement avec une intervention et une expertise supplémentaire de l'architecte urbaniste qui est venu sur le sujet. Donc, Monsieur Delmotte, est-ce que vous voulez bien nous expliquer déjà votre vision sur votre commune depuis votre élection? C'est une commune de 3500 habitants, 3600 maintenant, voilà. Vous êtes maire depuis 2014 et je vous laisse expliquer ce qui vous a inspiré à travailler sur le sujet de l'alimentation, qui ne paraît pas comme ça évident, mais c'est très, très lié avec effectivement une résilience du territoire et les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, qui sont les circuits courts et une indépendance de chaque commune et autonomie que vous avez récupérée. Si j'ai bien compris, le premier jour, vous n'aviez que 24 heures de stock et qu'il a fallu améliorer tout ceci. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à la commune de Châteauneuf-Grasse sur ce salon, en compagnie d'Emmanuelle Perrin, notre architecte conseil, j'allais dire entre guillemets, puisque on en reparlera tout à l'heure, la contractualisation n'est pas forcément écrite. Donc la commune de Châteauneuf, c'est une petite commune des Alpes-Maritimes, 3700 habitants maintenant, et qui a malheureusement, je dis malheureusement, passé en 2020 le cap des 3005 des fameux lois SRU, donc qui est bien connu des architectes. Et lors du premier mandat avec l'équipe municipale, on avait souhaité en 2014 faire un diagnostic, des diagnostics pour savoir si la commune avait une capacité d'autonomie énergétique, d'autonomie alimentaire pour atteindre une résilience et pouvoir découler un projet de territoire. Donc la commune de Châteauneuf, c'est 900 hectares. Actuellement, au deuxième PLU, c'est 300 hectares de zones naturelles, 300 hectares de zones agricoles, 300 hectares de zones urbaines. On est assez mathématique, c'est facile. On a une grande chance, c'est un territoire qui a une grande attractivité parce que mon adjoint à l'urbanisme qui est là pourrait vous le dire, on a à peu près 300 logements en dépôt de permis en cours sur 2000 résidences principales, ça fait une grosse augmentation. Attractivité parce qu'on est territoire autour du parc de Sophie Antipolis, on n'a pas beaucoup de chômage, on a beaucoup d'attractivité de cadres et de C+, comme on dit. Donc plus une problématique de maîtrise du développement, maîtrise des voiries et sujet phare depuis 15 ans, les problèmes de l'eau. Dans les Alpes-Maritimes, personne n'y pense, mais l'eau, il n'y a pas de vie sans eau. Il n'y a pas de vie urbaine, mais il n'y a pas de vie agricole. Donc, ce qui a fédéré, ce qui a lancé le premier débat sur la commune, ça a été le projet alimentaire. Vous savez que les communes travaillent autour de leurs compétences. Et depuis quelques années, tous les gouvernements qui sont succédés ont retiré des compétences aux maires pour les transférer aux intercos. Soi-disant de manière plus efficiente, on en reparlera si vous voulez. Et il nous reste bientôt que, en tout cas, l'éducation et l'alimentation font partie des compétences qui sont restées pour les maires. Donc il a été vite décidé, vu qu'on avait une résilience et une autonomie alimentaire d'une journée, 1% d'autonomie alimentaire sur le territoire, d'essayer d'augmenter cette capacité de résilience. Et on a travaillé sur un projet alimentaire dès 2014. Et au cours de ces premiers diagnostics, il est apparu qu'on n'avait plus d'agriculteurs sur le territoire. Donc comment faire de l'alimentation pour les collèges et notamment pour les cantines scolaires. C'est à peu près 600 repas jour dans les crèches et les écoles. Et donc on a acquis une propriété qui était plus exploitée depuis 1984 avec un bâtiment, 4 hectares des oliveraies. Alors chez nous, on a une particularité, on voit la mer.
Donc le prix des terrains agricoles sont au même prix que les terrains urbains dans beaucoup de villes, j'allais dire, même largement au-dessus. Et donc on a acquis ce terrain et on avait une bâtisse. Et sur cette bâtisse, on voulait faire un projet environnemental, une maison de l'environnement et de l'éducation, comme nos voisins à Montsartou, mais nous plus dirigés vers la pratique des cuisines, réapprendre à cuisiner aux gens. Donc on a fait appel à Emmanuel Perrin. Ce que vous m'aviez expliqué, c'était aussi que ça vous demandait peut-être une révision de votre PLU pour pouvoir intervenir sur les niveaux des terrains, quel terrain est constructible, quel est le terrain agricole, et être un peu plus interventionniste à ce niveau-là pour que tout ne parte pas dans l'artificialisation forcée, quoi. Oui, on a lancé un... On est en révision de PLU. Alors, je ne sais pas, moi, ça fait 18 ans que je suis dans cette commune. J'étais adjoint à l'urbanisme avant d'être maire. Et j'ai l'impression qu'on est toujours en révision de PLU. Je ne sais pas comment on fait pour avoir une réglementation qui soit aussi instable. Et je ne vous raconte pas les nouvelles normes, la loi ZAN et toutes ces petites choses, le Grenelle de l'environnement, toutes ces joies qui font que l'urbanisme commence à être l'endroit où ne veulent pas aller les adjoints. En gros, bientôt on aura des facilités à trouver des maires, mais pas des adjoints à l'urbanisme. Donc non, c'est sans plaisanter, mais ça devient une complexité technique. Et ce n'est pas que technique, parce que c'est l'aménagement à 30 ou 40 ans de nos territoires. Je ne vous parle pas des Scots. J'ai la chance d'être vice-président d'une grosse agglomération de 24 communes de 250 000 habitants. Et on est dans les révisions de Scott. Donc oui, la partie réglementaire a un impact sur les choix politiques et ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire les choix politiques devraient découler et faire que la réglementation colle aux choix politiques. Et c'est assez difficile à l'heure actuelle. Très bien. Emmanuel, est-ce que tu peux nous raconter quand tu es arrivé, la commune que tu as découvert, le projet? Tu pensais arriver sur un projet de maison alimentaire et finalement, ça allait plus loin et vous avez pu collaborer à une échelle plus grande et dézoomer à l'échelle de la commune? Oui, tout à fait. Peut-être un mot sur l'agence Perrin Architecture. Donc, c'est une agence que j'ai créée il y a 4 ans. Et j'ai une autre activité dans une association qui s'appelle Risk and Architecture Workshop que j'ai co-créée il y a 10 ans. L'association, c'est une vingtaine de personnes à l'international où on travaille sur les risques climatiques, au début en situation post-catastrophe et aujourd'hui en anticipation des effets du changement climatique. Et donc on utilise cette double activité pour nourrir la pratique de la sensibilisation. Au niveau de l'agence Perrin Architecture, on fait de la réhabilitation de patrimoine, donc de bâtis anciens, et de l'urbanisme de projet. Donc on accompagne les collectivités à définir leur projet de territoire, à le spatialiser, à trouver des opportunités, à le financer et ensuite à le réaliser. Donc ça, c'est 4 ans plus tard, mais quand on s'est rencontré avec la commune de Châteauneuf, j'étais tout au début de l'activité. Je venais de faire plusieurs années de maîtrise d'œuvre dans l'hôtellerie de luxe sur la Côte d'Azur. J'avais lancé mon activité avec ce type de clients et il y a eu le Covid, patatras, tout a été mis par terre au niveau des investissements de l'hôtellerie. Et puis je me suis dit, quitte à être pauvre, il faut que je fasse ce qui fait sens pour moi et ce que j'aime. Et donc je me suis dit, mais non, consacre-toi à l'ancien et reviens à l'urbanisme qui était ma formation initiale et concentre-toi sur l'alimentation durable, les questions énergétiques et surtout la gestion de la ressource qui nous paraissait la plus importante, qui est bien évidemment la ressource en eau. Et donc c'est avec, forte de tous ces nouveaux projets, que j'ai été recommandée par une autre architecte pour rencontrer l'équipe municipale pour un diagnostic de ce bâtiment, qui est juste la petite maison au-dessus, hein, où l'équipe municipale m'a demandé déjà un diagnostic simplement sur le bâti ancien et ensuite de faire une étude de faisabilité pour voir un peu quels étaient les potentiels pour développer leur programme, qui n'était pas encore tout à fait défini. Donc avec une toute petite mission de conseil, en réalité, je leur ai proposé un projet qui s'est incarné de cette manière, un projet visuel qui, à un moment donné, a incarné spatialement le projet politique de la commune. Et je pense que ça a fait consensus au sein de l'équipe et ça a permis d'arriver sur plein d'autres petits projets qui ont, je pense, qui se sont développés sur d'autres sites et qui ont fait le lien entre plusieurs projets qu'avait la commune, l'équipe municipale qui travaillait déjà ensemble depuis plus de 5 ans, hein, donc, qui était déjà structurée, pour développer à l'échelle communale, puis après au niveau du bassin versant de la Brague, puisque ça a donné d'autres projets sur ce bassin versant-là, de la cohérence. Voilà. Donc, une vision du territoire et de la cohérence.
C'était sur quel sujet que vous avez pu étendre? Vous avez travaillé sur la question de l'eau aussi. Alors oui, c'est un peu la deuxième image et c'est la deuxième mission de conseil, toute petite mission de conseil qu'on a fait. Moi, c'était un sujet qu'on portait avec l'association déjà, où on a la moitié des personnes qui sont des chercheurs et des experts sur ce sujet de la gestion de la ressource en eau et des risques, inondations, etc. Et donc, évidemment, quand on parle d'alimentation et d'agriculture, on parle aussi de cette gestion de la ressource en eau. On n'avait pas encore les grandes sécheresses qu'on a connues depuis, mais évidemment, c'est une ressource extrêmement importante. Donc, il s'agissait tout de suite de dézoomer et de regarder le territoire, où est-ce qu'on se situe de manière géographique. Ça, c'est un peu notre credo, de dire ne regardons pas que l'opportunité de la parcelle ou le bâti, comment il s'insère, mais aussi la géographie du territoire, dans quelle géographie on s'inscrit, pour ensuite développer les projets, qu'ils soient bâtis ou les projets de programmation urbaine ou de projets urbains. Alors, on n'est pas parfait, donc il faut toujours partir d'un principe. Je vais quand même donner des grandes lignes. La commune de Châteauneuf, c'est à peu près 2000 résidences principales et il y a 1800 piscines. C'est 3 fois la consommation d'eau moyenne en France. Et 5 particuliers arrivent à consommer en eau l'intégralité de l'eau du département pour tous les agriculteurs. J'ai 5 héliports, j'ai des golfs, j'ai 5 centres équestres. Ce n'est pas du tout un territoire favorable à l'agriculture biologique et à la résilience. Je suis le seul en France, je pense, à avoir transformé 10% d'un golf en plantation pour faire des arbres fruitiers et les mettre en bio. Ça fait partie de la délégation de service public. Donc toutes ces amenées font qu'il faut avoir une réflexion d'impact. Et c'est vrai que la vision extérieure d'Emmanuel, qui est des fois, je ne veux pas dire un peu extrême, mais qui nous met un peu le nez dans ce qu'il faut voir. Et surtout les étudiants, ça il faut en revenir là-dessus aussi. Parce qu'on a une culture chez nous, la jeunesse c'est important. Et on travaille depuis des années à organiser des séminaires, des centres de formation les étés où les étudiants viennent travailler sur plein de sujets. Donc on leur met à disposition des bâtiments et voilà. Et je pense que cette question de la justice autour de la ressource en eau, en fait, elle est extrêmement intéressante. Je trouve extrêmement courageux du point de vue politique de la poser en ces termes, en fait, et sans langue de bois. Et on a fait avec l'association 2 ans plus tard, après cette première rencontre dont je viens de vous parler, et petite mission de planification sur l'attractivité du territoire autour de l'agroécologie, une semaine de séminaire avec l'association. On a fait des études un peu comme ce que vous pouvez voir à l'écran pour révéler le potentiel des territoires autour de la gestion de l'eau. Et si on programmait différemment sur des visions qui étaient alternatives. Donc vraiment très alternatives sur régénérer l'eau dans le territoire, qu'est-ce que ça donnerait ? Et en fait, notre idée à nous, c'était aussi de donner des outils aux élus pour aller se battre dans les communautés d'agglo, pour parler de ces questions-là de justice au niveau des usages en fait. Donc parler des usages de l'eau aujourd'hui, l'usage du résidentiel versus l'usage de l'agriculture, lequel est le plus important si jamais on est dans une situation de crise sur la ressource, de tension, comment on arbitre. Et en fait, c'est les maires qui vont devoir arbitrer ça, ou en tout cas, ils participent à ces débats, ils sont surexposés par rapport à ces problématiques, et donc nous, on leur a donné des outils, tant au niveau de l'argumentaire qu'au niveau du visuel, qu'est-ce que ça peut représenter, etc. Est-ce que vous avez dû intervenir déjà avec les sécheresses actuelles au niveau des piscines ou autres à mettre des restrictions? Alors, à l'échelle de la communauté d'agglo, oui, on a coupé l'eau à des agriculteurs parce que c'est les premiers à qui on coupe l'eau. C'était des maraîchers, mais on a laissé les centres équestres alimenter les animaux parce que malgré le fait qu'on ne mange pas les chevaux à la cantine. Je le dis souvent, il y a des choix qui vont être faits bientôt. Et en tout cas, sur la commune, on les fait. On appelle ça les terrains agricoles alimentaires. Quand on a un choix à faire entre une installation, on essaye d'équilibrer les activités économiques, c'est-à-dire que nous, on est dans le pays des plantes à parfum. Donc, quand M. Dior au Chanel achète des terrains, il met le prix qu'il faut et le maraîcher n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, on ne va pas tous manger des fleurs parfumées. Et en tout cas, c'est sympa en bonbon, hein, c'est très bon, il en faut. Donc, on essaie d'équilibrer cette activité, l'activité énergétique aussi, qui est concurrentielle en un moment sur les terrains agricoles, hein, il faut le savoir. La commune a aussi on est une commune en autonomie énergétique, donc commune en autoconsommation collective à titre gratuit. Donc, ce que je disais tout à l'heure avec Manuel, l'important, c'est le diagnostic au départ. Il y a 8 ans, on a fait un diagnostic. Est-ce qu'on pourrait être autonome en énergie? C'est oui. Il y a 450 scénarios sur les études qui ont été faites par des
des ingénieurs et des scientifiques qui sont venus en stage, qui ont travaillé sur ce sujet-là avec l'école des mines. Donc on a eu une modélisation de l'évolution des bâtiments à l'échelle de l'isolation, de la consommation énergétique et de la production solaire, hydraulique ou éolien. Donc on sait qu'on pourrait être autonome en énergie. L'étude alimentaire, elle a dit non, on ne pourra pas être autonome en alimentation. Je vais encore choquer. On peut faire un pourcentage de bio. Et j'ai décidé de le réserver plutôt, puisque le bio est plus sain et présente moins de risques. Je le réserve aux écoles et aux cantines plutôt qu'aux maisons de retraite. Et quand il faut faire des choix, il faut faire des choix. Être maire, c'est faire un choix. Donc voilà les activités. Et on est en train d'augmenter notre résilience et notre production. Et vous avez fait un inventaire de la biodiversité, si j'ai bien compris. C'est oui. Le nouveau... Oui, on a fait un inventaire de la biodiversité à l'extérieur, c'est-à-dire en surface, mais aussi dans les sols. Parce que les sols vivants, c'est quelque chose qui ont... si on veut conserver des capacités de production... Alors, moi, j'ai un défaut majeur. Hein, je suis ingénieur agro et aussi inspecteur vétérinaire. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans ces domaines dans ma vie professionnelle. Et les sols vivants, c'est quelque chose... Parce que maintenant, on parle de protéger des terrains agricoles dont on ne connaît pas la forme agronomique. Et le gros défaut qu'on a tous ensemble, les maires en ce moment, c'est la reconquête des terrains agricoles et des friches. Je ne sais pas, il y a mon collègue de la SAFER qui est peut-être là, monsieur le président de la SAFER. Donc on est en train de reconquérir des terrains agricoles alors que la moitié des exploitations sont abandonnées ou vont avoir des problèmes de reprise d'exploitation. Donc il y a des vrais... Voilà, on travaille en synergie avec ces sujets-là et la commune de Châteauneuf essaye de trouver des solutions et réglementaires. On va parler de l'appel à projet sur le logement de demain. Hein. On essaie de construire le corpus réglementaire dont on aura besoin plus tard. En tout cas, quand on a préparé effectivement cette table ronde, selon l'INSEE, vous êtes une commune de 3200 habitants. Et je constate qu'aujourd'hui, vous êtes 3700. Donc, vous avez créé une sorte d'attractivité que vous n'avez peut-être pas recherchée, mais... puisqu'on peut manger bio dans les cantines, avoir de l'eau, de l'énergie gratuite, c'est the place to be, a priori. Tout le monde, on doit tous réduire nos consommations, nos productions de déchets. On peut travailler sur les déchets aussi, hein, puisqu'on a 40 000 tonnes de déchets verts qu'on essaie de... On va certainement méthaniser un jour, c'est l'objectif. Nous, on essaie d'avoir un mix énergétique. Hein. On a des turbines d'eau, on a du solaire et on aura de la méthanisation bientôt. Il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Mais n'importe quoi, et c'est là on se rejoint avec Emmanuel, il faut que les bâtiments ils soient moins énergivores, il faut qu'on consomme moins de surface d'emprise au sol, il faut qu'on garde des terrains... Alors quand moi j'ai des très grandes propriétés qui arrosent à l'eau potable 20 hectares de gazon toute l'année et qui lavent les hélicoptères tous les jours, comme les bateaux. Ça fait mal au cœur. Mais quand on va discuter, on arrive à réduire de 40% cette année, on a réduit en un an. 40% sur les plus gros volumes, c'est énorme. Et je pense qu'il y a du travail à faire. Et si je peux me permettre aussi sur cette question, parce que la commune agit aussi, et là on est en train, c'est les images qui sont à l'écran, on est en train de faire un projet de végétalisation des espaces publics de la commune de Châteauneuf, où on a travaillé aussi avec les agriculteurs, on a planté plutôt des plantes comestibles ou des végétaux nourriciers. Et surtout, je pense que c'est un projet un peu pilote pour ça, il y a toute une gestion alternative de l'eau de pluie, ce qui fait que le système et l'arrosage peuvent fonctionner dans les périodes de restriction, parce qu'on a créé un double réseau avec la collecte des eaux pluviales, de ruissellement et de toiture. Et ça paraît rien, mais on est en train de terminer le chantier là. Mais en fait, il n'y a pas tellement de compétences, donc on s'est retroussé les manches pour aller mettre au point toute cette ingénierie en fait qui est partiellement souterraine, partiellement visible, et en fait sous plein de petits équipements de la commune dans l'espace public, vous avez des réserves et des fontaines qui se voient pas, mais qui permettent d'avoir un arrosage de sécurité pendant l'été et qui vont faire qu'on aura des îlots de fraîcheur bien arrosés avec des végétaux comestibles qui vont produire sur les espaces publics de la ville. Donc la mission de conseil, et ça a démarré aussi par une mission de conseil où en fait on est allé chercher le financement avec l'agence de l'eau. Et là, sur ce type de projet, j'insiste encore, c'est très important d'être ancré dans le territoire et d'animer ce dialogue territorial et d'aller trouver des partenaires, surtout quand on veut défendre des visions qui soient innovantes
innovante et alternative. Et là, c'est l'Agence de l'eau qui a fait confiance à ce projet-là et qui l'a permis d'émerger par la suite. Et qui s'est construit, comme tout ce qu'on a fait ensemble, de manière itérative. C'est-à-dire que ça a été une idée, une réunion, ok, puis 2-3 jours, et puis voilà, 3 ans plus tard, on arrive à transformer des espaces. Donc là, l'architecte a été un vrai partenaire aussi pour aller chercher des subventions, des financements, et ça, je le dis sur notre stand aux architectes qui sont là, ça fait partie aussi des compétences qu'on doit avoir pour pouvoir assurer ces missions de conseil. Oui, parce que globalement, la difficulté d'avoir un programme politique est dans l'exercice des choix qui sont à faire, et ils sont souvent financiers. Vous avez le programme politique, mais vous avez les contraintes financières. Et le fait qu'on ait un porteur de projet ou un conseil qui amène le financement nous fait aller vers l'action plus rapidement, puisqu'elle est inscrite dans le programme politique, mais on l'a fait 1 an avant ou 2 ans avant. Voilà. Moi, je voudrais rebondir sur la question de l'eau à l'échelle architecturale, et aussi l'eau à l'échelle... on est la première commune, je crois qu'on est une des plus anciennes à avoir une réutilisation des stations d'épuration. Ça fait près de 10 ans maintenant, et on n'a toujours pas les autorisations réglementaires. Parce qu'on est trop petit, il faut faire des dossiers comme ça. Et j'ai derrière, on peut arroser le golf en gros, mais on ne peut pas l'utiliser pour les autres pantas. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà un bon début. Voilà, on réduit le pompage, mais les autorisations réglementaires, c'est des dossiers d'1 an d'études avec des analyses, et je préfère pas mettre de l'argent là-dedans, en gros. Et donc c'est compliqué. Donc sur la partie végétalisation, l'idée quand même, et on le voit, il y a une nouvelle conception de l'urbanisation avec des îlots de fraîcheur, avec les climatisations naturelles des arbres, avec c'est quand même assez novateur. Et dans le cadre de... Parce qu'on a un intervenant foncier, c'est l'EPF, que vous connaissez tous, l'établissement public foncier. Donc on est sur des restructurations importantes avec l'EPF. Donc là aussi, il y a une question, l'EPF, on ne peut pas choisir l'architecte qui travaille pour l'EPF. Après, dans l'appel à projet, oui, mais dans les études faites à l'EPF, ils ont des archis à bon de commande qui leur sont propres. Donc on travaille avec eux, hein, et on est en train de recréer ces études et ces projets. Et je pense qu'il y a des synergies à trouver, parce que cette relation technique, les métiers évoluent tous, hein, l'architecture doit évoluer aussi vite que les autres métiers techniquement. Et les enjeux sont capitaux, je rappelle. Parce qu'en plus, sur la commune, tout le monde a fait la fresque du climat, tous les élus, obligatoires, et les personnels. Donc il faut qu'on parle le même langage. Donc il y a des obligations. Le bâtiment, c'est 40% des gaz à effet de serre. Le transport, c'est 20%. L'alimentation et l'agriculture, c'est 25%. Et comme je dis souvent à mon président d'Aglo, parce que je suis vice-président en charge de l'agriculture et des développements, donne-moi les mêmes moyens que pour les transports, les bus trams, les métros, et je te jure que je vais en gagner du CO2. En gros, on met pas 1 euro dans le transport et 1 euro dans l'alimentation et l'agriculture. Et pourtant, c'est les mêmes causes. Voilà. Peut-être que c'est le moment de vous donner la parole, si vous avez envie de poser des questions. Moi, j'en ai plein, mais je ne veux pas vous empêcher de dialoguer. Vous pouvez comprendre que j'étais ravie de trouver une commune aussi exemplaire sur tous les sujets qu'on prône depuis plusieurs années. Vous essayez en tout cas. J'ai un petit truc à rajouter si je peux. Allez. Je pense que cette question des circuits courts, elle est extrêmement importante. Alors là, c'est un consensus. Hein, je pense que c'est pas quelque chose d'un révolutionnaire, mais je pense que c'est aussi intéressant de l'avoir dans le cadre de la conception. Et les circuits courts avec les concepteurs de l'espace, c'est aussi quelque chose d'important, de vous entourer des personnes qui connaissent bien le territoire, qui connaissent bien les entreprises. Un tout petit exemple qui est à l'écran encore une fois. Et là, je remercie encore une fois la commune de prendre des risques. On a fait dans tout ce travail sur le cycle de l'eau aussi, un travail sur la terre crue. Dans ce projet, c'est les briques que vous voyez au premier plan. En fait, c'est de la terre crue compactée qui va servir de mobilier urbain. C'est la terre de site excavée. On est complètement hors norme dans les processus. C'est quelque chose qui n'existe pas. On est sorti du cadre de la commande publique par un marché d'expérimentation, qui est un tout nouveau marché. Ça fait à peu près 1 an que ça existe, avec une entreprise locale de Châteauneuf qui s'appelle Filiataire. Et donc, tout le monde a pris des risques, en fait, sur ce pari-là. Ça, c'est parce qu'on s'est retrouvé sur des valeurs, mais c'est aussi, il y a des bénéfices en termes d'économie territoriale.
Donc, parce qu'il y a une commune qui a son action sur l'alimentation de territoire, une entreprise locale qui est prête à innover sur des techniques et l'architecte qui prescrit et qui accompagne les deux, et on prend un risque commun, tous les trois, qu'au final, le produit, on n'est pas tout à fait sûr que ça dure les 20 ans qu'un banc normal pourrait durer. Tout le monde est conscient de ce risque et du coup, on le partage. Et ça, c'est parce qu'on se connaît aussi. Et donc, je pense que ça, c'est très important, cette relation au territoire. Ouais, Jean-François, il faudrait parler de l'ami. Donc Jean-François Pivesana, je suis adjoint à Emmanuel Delmotte et je suis en charge de l'urbanisme et du développement durable sur la commune. Alors, un premier point, un témoignage, c'est vrai que cette relation et ce travail de diagnostic initial, il est essentiel. Moi, je voudrais insister sur cette période-là, cette période de diagnostic, de bien poser les éléments et de construire la culture commune qui va être partagée par l'ensemble des acteurs de la commune. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième, c'est qu'on continue à essayer dans chacune de nos problématiques d'inscrire en tout cas ces enjeux d'approches différentes des problématiques de logement, dans l'alimentation, dans l'énergie. En fait, on essaye de faire circuler en transversalité toutes ces dynamiques de transition aujourd'hui qu'on rencontre. Donc là, sur le bâtiment qu'on voit, il y a également actuellement la pose de 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques avec une action en autoconsommation collective et en communauté d'énergie citoyenne, c'est-à-dire avec une production qui sera aussi bien communale qu'une production d'acteurs privés qui ont fait de l'investissement pour produire de l'énergie. Et toute cette énergie viendra en autoconsommation collective réduire les besoins en consommation de la commune. Donc ça, c'est aussi, ça contribue à cet élément à faire avancer. Et puis on fait partie des 97 communes, la plus petite de France, à être lauréate d'un appel à projet, d'un appel à manifestation d'intérêt sur l'engagement pour la qualité du logement de demain. Donc il y a un travail aujourd'hui sur la question agricole, d'accompagner le logement des agriculteurs, d'accompagner la transformation des grandes propriétés dans leur usage, comment on peut arriver à transformer ces grandes propriétés de personnes qui se retrouvent seules aujourd'hui sur ces grandes propriétés, qui n'ont plus, pour une grande partie d'entre elles, les moyens d'entretenir ces propriétés, comment on peut travailler à la transformation en termes d'usage sans que ça ait un effet sur la transmission de ces propriétés à long terme. Donc la question de la propriété, la question des baux, la question des construction chez autrui, résilience sur les territoires naturels, tous ces enjeux. On est aussi une commune très avancée dans le BRS, le bail réel solidaire, puisqu'on livre à l'heure actuelle essentiellement presque tous nos logements pour actifs en BRS, une grosse partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important, parce que tous les sujets doivent, il a dit Jean-François, il y a une cohérence, mais il faut les mettre en synergie et avancer en même temps, pas être trop en avance. On est très en avance sur l'alimentation. 100% bio, c'est peut-être beaucoup. Si vous voulez trouver il faut beaucoup s'aider. Donc on reçoit aussi toutes les communes qui viennent nous visiter. On avait une délégation polonaise la semaine dernière sur des enjeux d'environnement et de développement durable. Et on est membre de beaucoup d'associations. Moi, je vous en conseille une, si vous allez voir. Prenez ce livre, regardez, c'est tous les enjeux alimentaires en France. C'est l'association 1+ Bio et qui produit un livre par an, jour de fête. Et là-dedans, vous allez avoir la gestion du foncier, la restauration particulière, privée, tous les échanges du Massif central à la Bretagne. Et c'est vraiment des sujets vraiment avec des enjeux. L'alimentation, c'est le seul enjeu politique qui permet d'associer toutes les tendances. Vous n'avez aucun monde politique, aucun parti qui est contre le fait de bien manger, de manger sain. Moi, je n'ai pas eu de problème politique sur ce sujet-là. Sauf que maintenant, il faut trouver les terrains pour pouvoir effectivement se rendre autonome. Et pour conclure, il y a 3 sujets qu'on a abordés en discutant ensemble que je voulais absolument, dont je voulais vous faire part. C'était la question de l'échelle du ZAN. Donc, on en a discuté. Et ça m'a beaucoup interpellée qu'un maire d'une commune très volontariste qui a envie de faire me fasse part du fait que l'échelle du ZAN, c'est peut-être pas l'échelle de la commune, c'est l'échelle du bassin de vie.
Ça, c'était le premier sujet malheureusement, on n'a pas le temps de développer. Vous cochez tellement de cases qu'on aimerait bien discuter encore 1 heure de plus, mais voilà. Et l'autre sujet, c'est le sujet le maire et l'architecte. Un regret qui a été émis par Emmanuel, notre architecte, donc, c'est le fait que c'est dommage qu'ils n'ont pas eu le temps de faire un vrai plan guide. Et monsieur le maire m'a dit, effectivement, le temps d'un élu est tellement court que par moment, le fait de devoir faire un plan guide, ça peut être trop long quand on a envie de tout de suite faire. Donc, à nous autres qui réfléchissons sur ce sujet, de voir comment on va pouvoir combiner tout ceci. Et troisième chose qui est inquiétante, c'est que vous avez souhaité faire des études capacitaires de potentialité sur votre énergie, sur l'eau, et vous vous êtes rendu compte que Engie et compagnie ne pouvaient pas vous donner un horizon, même pas très lointain, des vraies études capacitaires, et ça c'est très inquiétant pour un maire qui a envie de programmer dans le futur. Donc ça, c'est 3 sujets qu'on devrait pouvoir réaborder ensemble. Mais allez-y. Oui, juste pour conclure sur les capacités. Si vous connaissez tous les dépôts de permis, quand vous déposez un permis de construire, vous avez les personnes publiques associées, vous demandez aux pompiers, vous demandez au département qui gère les routes, vous demandez à Enedis s'il y a une capacité de réseau, et vous demandez à vos raccords à l'eau s'il y a une capacité d'être approvisionné en eau. Généralement, le seul qui vous répond sur un volume, c'est-à-dire sur une capacité de fournir, c'est Enedis qui vous dit qu'il faut un renforcement de ligne ou pas. Tous les autres vous disent oui, vous êtes raccordable à une route, oui, vous êtes raccordable à un réseau d'eau, mais il n'y a peut-être plus d'eau. Hein. Il y a peut-être plus de... Les routes, elles ne sont pas capables de supporter vos 300 véhicules, mais vous êtes capable d'être reliés. Donc ces volumes-là, c'est une nouveauté. Il faut vraiment qu'on ait un jour des outils qui nous permettent de dire cette route, elle ne peut plus supporter 400 véhicules. Hein. Moi, je suis traversé par 35 000 véhicules jour et 1500 poids lourds. Tout le monde crierait. Nous, on en a fait notre richesse. On a mis des parkings partout et des commerces pour que les gens fassent leur cours quand ils s'arrêtent, dont un marché paysan avec nos agriculteurs. Donc voilà, et il faut utiliser les inconvénients et les transformer en avantages. Mais l'État, quand on vous dit qu'on peut vous raccorder en eau, ce sera peut-être 2 heures par jour, hein, bientôt. C'est comme ça dans certains pays. Juste une dernière question. Votre autonomie alimentaire aujourd'hui est passée de 24 heures à combien? 3 jours? Bon. Et en légumes, sauf si on se met à manger les chevaux. D'accord. Bon, sur ce, le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage et réussite pour la suite. Merci. En tout cas, à tous les deux. Merci.